Ça, c'est la troisième notion à comprendre. Donc, il y a le col qui est là. On va faire un agrandissement de cette partie. Là, qu'est-ce qu'il y a? C'est un épithélium, comment il est? Cylindrique, en monocouche. Hein? Il est sécrétant. Les sécrétions viennent de l'endroit parce qu'il est au niveau de l'endocole. Comment il est l'épithélium de l'exocole? Malpidien, kératinisé, il y a plusieurs couches. Il est plus adapté à être en contact avec le milieu vaginal qui n'est pas stérile. D'accord? Entre les deux, qu'est-ce qui existe? Il y a de la zone de jonction. Et il y a la zone de faiblesse. Il y a une introduction de l'HPV, et à ce niveau que naît le cancer du col. La notion est très importante, surtout lorsqu'on fait un frottis, on doit absolument avoir des cellules à l'endroit. D'accord? La deuxième des choses, la colposcopie, qui est un examen binoculaire avec un agrandissement du col, on doit absolument voir cette zone de jonction. On doit la voir. Si on ne l'a pas vue, on dit le compte rendu, zone de jonction non vue. Et on doit refaire. En préparant la patiente par des médicaments, des œstrogènes ou autres. De la zone de jonction. Je ne sais pas s'il y a l'image ou pas. Non. De la jonction, c'est la fille jeune, elle est à l'intérieur. D'accord? La patiente en âge de procréer, elle est là, mais elle peut changer d'endroit. De la ménopausée, elle revient à l'intérieur. Donc elle est un petit peu mobile. C'est ce qu'on parle d'ectropion. Pour ceux qui étaient fait le stage, on a parlé de ça hier. Donc c'est une zone qui peut changer sous l'influence de facteurs hormonaux. Il y a les cellules de l'endocole qui viennent en contact du vagin. Après, il y a une réinvasion de cet épithélium par les cellules de l'exocole. Donc c'est une zone en perpétuel mouvement, mais l'essentiel, on doit la voir en colposcopie. Il y a donc la zone de jonction à l'intérieur, donc la zone et l'exocole. Voilà, tout ça. Donc tout ça, ça a été dit, d'accord? Donc elle est secondaire à une infection génitale à HPV oncogène. Il y a plusieurs HPV oncogènes, les plus importants c'est le 16 et le 18. Il y a d'autres. L'évolution elle est lente et les lésions peuvent régresser. Un CN2, un CN1 peut régresser. Un CN3 peut régresser. Et on voit un petit peu la balance, le pour et le contre pour traiter, et on décide qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est les lésions précancéreuses. On ne parle pas du cancer. D'accord? Donc, ça, c'est des images que vous allez voir dans les livres, c'est important de connaître. Un col normal, il est comme ça. Il y a plusieurs cellules. Donc, la membrane basale, elle est là. On parle de lésions de haut grade lorsqu'il y a un CN1 ou un condylome. Ça, c'est des lésions cytologiques. C'est le frottis. Et ça, c'est des lésions histologiques. Et là, la membrane basale, lorsqu'il y a une effraction, on parle de cancer invasif. Et là, l'effraction de la membrane basale, il est important. Qu'est-ce qui fait que les vaisseaux, d'accord? Tout ça, le risque métastatique, il est pratiquement minime ou nul. Lorsqu'il y a une effraction, il est en contact des vaisseaux, donc il y a un risque de dissémination de ces cellules vers d'autres sites. C'est bon? À mon avis, la partie la plus importante et la plus difficile pour vous, c'était ça, mais c'est important à connaître. C'est très important à connaître. D'accord? Donc, d'abord, histologiquement, qu'est-ce qu'on a? Ce que vous allez voir au spéculum. Soit on a des lésions ulcérées, donc il faut toujours voir le col normal. Il faut avoir l'habitude d'examiner des femmes normaux. Faire un spéculum, mettre un spéculum, mettre un spéculum. Une fois on connaît ce que c'est l'aspect normal, donc tout ce qui sort du normal, il est suspect, d'accord? Donc c'est important de voir ça. Il y a des variantes de la normale, il y a des ectropions, il y a de l'inflammation, il y a des polypes, il y a beaucoup. Mais il faut connaître l'aspect normal du col, comme ça, lorsque vous voyez un aspect anormal, vous allez tiquer, vous allez dire je vais demander quelque chose, je vais demander un avis. Donc il y a trois formes, la forme ulcérée, la forme bourgeonnante et la forme ulcéro-bourgeonnante ou la forme infiltrante.
Donc, les principaux types histologiques. Donc, il y a le carcinome épidermoïde, il naît au niveau de l'exocole, hein, d'accord? L'épithélium pavimenteux, kératinisé qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est les 2/3 du cancer du col et c'est le plus fréquent. Il y a les adénocarcinomes, c'est des cancers du col qui naissent au niveau de l'endocole. D'accord? Donc, c'est le 1/3. Il y a les autres, bien sûr, dans toute formation, toute structure de l'organisme, il y a plusieurs types de cellules, le type de tissu, et n'importe quel tissu peut donner le cancer. Donc, il y a les sarcomes, de mauvais pronostics, les syndromes, les carcinomes, les adénoscomes et les autres. Et à mon avis, pour vous, il faut garder à l'esprit ce carcinome épidermoïde qui est le plus fréquent et ça qui est un petit peu moins fréquent. L'extension, donc c'est une évolution surtout locale avec une extension loco-régionale. Et bien après, il y a une évolution métastatique à distance. Donc ça évolue vers le vagin en bas, en latéral vers les paramètres et le corps utérin, en avant vers la vessie, en arrière vers le rectum. Du côté latéral, qu'est-ce qu'il y a? Les paramètres, qu'est-ce qu'il y a? Le problème du cancer du col, c'est quoi en fait? Les urtères. D'accord? Les urtères et un petit peu en dehors, il y a les vaisseaux. Mais surtout les urtères. Il y a pas mal de patientes avec un UO du col avancé qui ont des utéro-hydronéphrose. C'est à cause de cette... Il y a une atteinte ganglionnaire au début pelvien, puis l'embout aortique, et après, il y a une atteinte métastatique un petit peu plus rare que l'évolution locale. Classer les cancers du col. C'est très important la classification. On va voir, dans la pathologie tumorale, c'est des protocoles. Il y a un stade où on fait de la chirurgie, un stade où on fait de la radiochimiothérapie, un stade où on est dans le palliatif. Donc, il faut absolument stadifier. Oui, oui. Allez-y. Métrorragie, oui. Les métrorragies sont trop vagues. Comment les spécifier? Oui. Okay. C'est des métrorragies provoquées. D'accord? Le signe est provoqué soit par les rapports, soit par la toilette. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a une irritation quelque part. Soit, dans le premier signe, est le plus fréquent. Sinon, rarement. D'accord. Quoi d'autre? Frottis. C'est une patiente asymptomatique. C'est l'idéal. On veut faire des diagnostics, faire le stade. Asymptomatique, soit on met un spéculum, on trouve une lésion, d'accord, et on fait une biopsie. Soit on fait un spéculum et on ne trouve rien du tout, et on fait un frottis et on trouve des signes qui inquiètent, on termine par une colposcopie, biopsie, on trouve un cancer débutant. Et là, c'est un expert. Et maintenant, on commence à faire des diagnostics à ce niveau. D'accord? Donc, les métrorragies, le signe le plus important, c'est des métrorragies provoquées. Et à un stade plus évolué, c'est des métrorragies spontanées. Si la patiente ne consulte pas, les choses vont évoluer et on aura des métrorragies provoquées. L'autre signe, c'est quoi? Les leucorrhées. Masse-pelvienne, non. Masse-pelvienne, ça veut dire qu'il est associé à autre chose. Leucorrhée, c'est une infection. Donc, il y a probablement une tumeur bourgeonnante ou infiltrante qui va s'infecter parce qu'il y a du sang sur une cavité qui n'est pas toujours stérile. D'accord? Il y a des germes normaux à ce niveau. Donc, il va s'infecter. Donc, ça va se manifester par des leucorrhées. On met un spéculum, on trouve une formation au niveau du col infiltrante ou la bourgeonnante. On traite les leucorrhées. Après, on fait une biopsie, on trouve un cancer. Et les stades avancés, malheureusement, c'est les stades qui continuent à... Normalement, on ne doit plus voir ça. C'est des patientes qui consultent pour des douleurs. Ça veut dire que les nerfs sont déjà touchés. Qui consultent pour hydronéphrose. Malheureusement, il y a des femmes qui ont comme point d'entrée une consultation sur l'urologue ou l'anonéphrologue, alors que le problème, il est bas. C'est un problème obstructif. Ça veut dire que ça a traîné. D'accord? Il y a des fois des métastases, malheureusement. C'est rare, mais ça existe. Il y a des signes pulmonaires, des signes digestifs, des signes osseuses. On trouve une méta ou plusieurs méta, on cherche les primitives. Il faut toujours chercher une pathologie gynécologique, notamment le cancer du col. Donc l'interrogatoire, toujours, c'est l'âge de la patiente.
on cherche ces facteurs de risque systématiquement. Donc, on cherche les facteurs de risque. Bien sûr, les signes fonctionnels parce que ça témoigne sur le stade. Une patiente qui déjà consulte pour des signes urinaires, qui consulte pour un ténèsme rectorragique, qui consulte pour de la douleur, c'est un stade avancé. Donc, l'examen clinique, comment on va le conduire? À votre avis, l'examen classique gynéco, comment on le fait? On commence par quoi? L'inspection, d'accord. Donc l'inspection, on voit un petit peu ce qui se passe à l'abdomen, ce qui se passe à la vulve. Après, bon, s'il y a des lésions, s'il y a des cicatrices, s'il y a une voussure, s'il y a quoi que ce soit. Après, qu'est-ce qu'on fait? Spéculum, qui est l'examen clé. D'accord? Rien ne remplace un spéculum. Et je le dis et je le redis. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver le col? C'est une pathologie cervicale. Donc, des fois, on trouve un col normal. D'accord? Des fois, on trouve un col normal. On cherche le col et le diagnostic se fait débutante par des frottis après colpo et après biopsie. Mais des fois on trouve une lésion bourgeonnante, une lésion infiltrante. Donc dans tous les cas le cours vous l'avez. Donc la forme bourgeonnante, on va voir ses aspects. La forme infiltrante, c'est pour ça que je vous dis, un col qui vous dérange, faites des choses. D'accord? Lorsqu'on a un col normal, on demande un frottis. Lorsqu'on a un col pathologique, on fait une biopsie. Ça, on en a parlé déjà en troisième année, hein, d'accord, si vous vous rappelez de ça. Si on a un col pathologique, ce n'est pas le frottis qui va régler le problème. On peut avoir un frottis inflammatoire ou la normale, mais c'est des biopsies. Et bien sûr, lorsqu'on met un spéculum, il y a une lésion cervicale, on voit s'il y a une extension au niveau vaginal, les cul-de-sac. Ça va nous permettre de classer. Donc voilà, c'est un aspect. Ça, c'est une tumeur du col, hein, d'accord? Elle est vraie, c'est la déçue malade de l'année dernière, je pense. Donc, il y a un spéculum. Voilà, le col, il y a une rougeur, il y a un bourgeon ici, d'accord? Donc, on va demander quoi à la patiente? Qu'est-ce qu'on va faire? Biopsie, hein, d'accord, directement. Ça, c'est une patiente, on va demander directement une biopsie. On peut faire un frottis pour nous, mais qui n'a de valeur que s'il est positif. Et mais s'il est positif, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Il va parler de cellules carcinomateuses ou de la suspicion de carcinome ou de quelque chose. Il ne va pas trancher. Frottis, il ne tranche pas. Frottis, il dépiste. Après, c'est la biopsie qui diagnostique. Donc, voilà les autres aspects. Donc, c'est un col. Donc, rougeur, et là, il y a un bourgeon. Là, c'est très suspect. Là, c'est une tumeur bourgeonnante. Bon, je ne sais pas si elle est spontanée ou il y a une coloration. Là, on peut faire de l'acide acétique. Et ça, dans cette coloration, c'est une zone qui va devenir blanchâtre. Et ça nous oriente vers la zone à biopsie. Donc là aussi, c'est une tumeur bourgeonnante. Vous voyez? Bon, là, on voit le spéculum, l'aspect. On a une idée sur la taille. Une idée, mais pas très précise. C'est l'IRM qui précise la taille. Et là, on voit les cul-de-sac, s'il y a une invasion ou pas. Parce que ça change toute la conduite à tenir. Hein. Donc là, c'est des tumeurs débutantes. Vous voyez, un aspect, on peut dire normal, mais probablement sur ce col, un frottis a été fait. Donc le frottis est revenu lésion de haut grade. On fait une colposcopie, on fait des biopsies et on tombe sur un cancer du col. Ça, c'est un cancer infiltrant évolué. Malheureusement, on continue à avoir des aspects comme ça. Donc, il y a une petite atteinte du cul-de-sac, une atteinte du tiers supérieur du vagin. Et là aussi, c'est une tumeur bourgeonnante. Lorsqu'on fait la biopsie, avec les patientes, on essaie de la faire de ce côté. La zone périphérique, à cheval entre la zone atteinte et la zone saine. On essaie d'éviter de faire ça ici parce qu'il y a de la nécrose, il y a de l'inflammation. Ça va être difficile pour l'anapathe de lire. Là, on essaie de l'aider en faisant des biopsies les endroits les plus, entre parenthèses, sains. Et là, c'est une tumeur infiltrante. Là, c'est sur des pièces. Vous voyez, le col, ça c'est des flare time, d'accord? On voit la collerette vaginale, le col, il est là. Donc,
C'est bon? Donc, vous avez fait votre spéculum. Après, il y a les touchés pelviens. Toucher pelvien, il y a le toucher vaginal, très important donc, à faire. Donc, on a une idée sur la taille du col, on a une idée sur la mobilité cervicale, on a une petite idée sur les paramètres. Les paramètres sont surtout explorés par le toucher rectal associé au toucher vaginal. C'est-à-dire toucher rectal, on va les paramètres sont sains. C'est des patients très relâchés. Au besoin, on peut le faire au bloc opératoire sous sédation, au besoin. Sinon, on demande à la patiente, et il est fait généralement par un, deux médecins pour que la décision soit le plus proche de la réalité. Un toucher bimanuel pour voir l'atteinte du cloison recto-vaginal, c'est-à-dire un toucher rectal, toucher vaginal. Donc, bien sûr, l'examen général, on voit s'il y a des métastases à distance, l'examen abdominal, pleuropulmonaire, neurologique, tout, parce qu'on peut avoir métastases, les aires ganglionnaires, est-ce qu'ils sont libres ou pas? D'accord. Très bien. Vous avez vu votre patiente, vous avez suspecté un cancer du col. Qu'est-ce qu'il faut faire?